L'alimentation et le lymphome, c'est un titre qui est large, mais en fait, on est allé dans les grandes lignes, dans les recommandations assez générales, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de particularités aussi. Donc, on fait un survol quand même assez général. On pourra répondre à vos questions. Puis pour ce qui est des choses peut-être un petit peu plus personnelles, cas par cas, on verra peut-être en individuel à la suite, là, mais de vraiment aller plus dans le général aujourd'hui. Donc, on a dit, la plupart des gens pensent encore qu'on fait des menus, des fois, dans les hôpitaux. Fait qu'on a profité du fait de la conférence, en fait, pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'une nutritionniste. En fait, on est des professionnels de la santé, évidemment. On a titulaire d'un baccalauréat de 4 ans en nutrition et on est membre d'un ordre, en fait, pour avoir le droit de pratiquer, l'ordre professionnel des diététistes du Québec. À main levée, est-ce qu'il y en a qui ont rencontré des nutritionnistes dans leur parcours? OK, quelques-uns quand même. Peut-être qu'il y aura des choses que vous aurez déjà entendu parler. Je l'espère qu'on n'invente rien aujourd'hui. Donc, les nutritionnistes en oncologie, moi et Amélie, on est nutritionnistes cliniciennes en oncologie à l'Hôtel-Dieu de Québec. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, souvent, je vous dirais que dans les premières rencontres, on dit aux gens, on fait du ménage dans les connaissances, dans les choses qu'on a entendues. Il y a énormément de choses qui se disent sur la nutrition, sur l'alimentation et la santé. Même nous, là, on voit passer beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on aide souvent les gens à faire un peu du ménage dans leurs connaissances et dans les informations qu'ils ont entendues. Des conseils personnalisés, individualisés, c'est vraiment la clé, en fait. C'est pour ça qu'on a des interventions en individuel avec les patients pour vraiment avoir des conseils le plus proches possible de leurs habitudes actuelles. Pendant les traitements, nous, on a axé davantage notre présentation aujourd'hui sur les gens qu'on rencontre, qu'on côtoie. Donc, c'est des gens qui ont déjà la maladie en cours de traitement. Fait que prévenir ou traiter la malnutrition, c'est les choses qu'on va surveiller avec notre clientèle en cours de traitement et donner des conseils spécifiques vraiment pour la gestion des symptômes, des effets secondaires pour la poursuite des traitements. À l'Hôtel-Dieu de Québec, on est 12 nutritionnistes à temps complet, dont 6 qui œuvrent en oncologie. À l'Enfant Jésus, on ne l'a pas précisé, mais je pense qu'il y en a une demi. une ou une demi. Là, en fait, la proportion est différente, mais à l'Hôtel-Dieu de Québec, on est 6. Ça va changer à la fusion, mais pour l'instant, on est 6 en oncologie à l'Hôtel-Dieu de Québec. Qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui? Maintenant, vous savez qui on est, qu'est-ce qu'on fait et dans quoi on travaille. On va vous parler de cancer et prévention. Je dis, on fait vraiment des grandes lignes directrices, mais c'est des choses qui nous sont souvent demandées et questionnées. Fait qu'on a cru bon d'en ajouter un peu dans la présentation, de vous parler un peu de la prévention, les conséquences possibles vraiment au niveau nutritionnel selon les sites tumoraux, alimentation et la chimio, qu'est-ce qu'on fait pendant les traitements, la malnutrition, et on va vous parler de la greffe un petit peu aussi avant de conclure puis d'avoir une période de questions. Alimentation et prévention. On a vu tantôt un petit peu, il y a peut-être des choses qui vont se répéter, mais des grandes lignes par rapport à la prévention du lymphome. Puis tantôt, ce que Eliane disait, je t'appelle Eliane, là, de ne pas se sentir coupable, en fait. Au niveau de l'alimentation et le lymphome, il n'y a pas vraiment de conseils nutritionnels ou de choses, de lignes directrices pour prévenir le lymphome dans nos habitudes alimentaires, vraiment avec les aliments. Donc, on dit aux gens, il ne faut pas se sentir coupable, peu importe les habitudes de vie qu'on avait, on n'a pas de sentiment de culpabilité à avoir. Pour la prévention, de plus en plus, on apprend que certains aliments, certains types d'alimentation peuvent avoir des effets protecteurs. C'est un petit peu le topo qu'on a fait ici et qu'on vous présente. Les recommandations générales, des nouvelles recommandations de l'AICR, en fait, le document, on l'a eu tout récemment, 2018. Les grandes lignes directrices, en fait, là, on ne l'a pas mis dans les lignes à côté. On évite le tabac et de chiquer le tabac, évidemment, qu'il n'y ait pas personne qui tombe en bas de sa chaise. Là. Maintien du poids santé, dans les recommandations importantes d'essayer de maintenir son poids santé, de l'activité physique. Alimentation équilibrée, on va aller un petit peu plus dans le détail dans ça. Hein, c'est large, c'est quoi bien manger? C'est différent, c'est relatif pour chaque personne. Une alimentation qui est beaucoup plus vers les végétaux, une alimentation qui est la moins transformée possible, une alimentation qui est plus riche en végétaux, moins riche en protéines animales. C'est beaucoup plus les recommandations vers lesquelles on va maintenant, donc de manger moins transformé. Tout ce qui est fait en boîte, là, puis qu'il y a une étiquette, on essaie de manger le moins transformé possible. Éviter les viandes rouges et les charcuteries. De plus en plus, cette recommandation-là, elle ressort, elle est de plus en plus pesante dans les lignes directrices pour la prévention. Donc, tous les viandes transformées, surtout, et les viandes rouges. L'alcool avec modération. C'est quoi la modération? Ben, 1 à 2 consommations par jour maximum. On essaie de ne pas dépasser 5 à 7.
Manger moins salé. En mangeant nécessairement moins transformé, on mange moins salé. Hein, quand on a nous-mêmes le contrôle de la salière, les gens vont avoir tendance à manger moins salé. Les recommandations post-traitement, allaitement si possible, évidemment si possible, là, il y a beaucoup de contraintes à cet aspect-là, là, et la supplémentation inutile en prévention du cancer, donc tout ce qui est supplément de multivitamines. J'oublie-tu le supplément? Produits naturels. En général, il n'y a pas de recommandations, il n'y a rien qui ressort en lien avec des suppléments pour la prévention de l'apparition du cancer. Facteur nutritionnel protecteur. Fait que vous voyez, je vous disais tout à l'heure que vraiment au niveau du lymphome, il n'y a pas de recommandations particulières, mais il y a des recommandations qui sont de plus en plus présentes dans la littérature. Ce qu'on voit en fait, on a mis certains sites concernés avec des modes d'action qu'on n'ira pas dans le détail pour ces choses-là. Les aliments, les choses qui peuvent avoir un effet protecteur, en fait, évidemment, les fruits et les légumes pour les sites concernés, poumons, bouche, pharynx, œsophage, estomac, sein, côlon, rectum. Évidemment, les liens avec l'alimentation ont beaucoup d'avantages vers les cancers digestifs. Là, dans les sites concernés, vous voyez beaucoup côlon, rectum, œsophage, estomac. Donc, les fruits et légumes qui ont un effet protecteur en général, de par leur effet antioxydant et de leur effet positif, en fait, sur le microbiote intestinal. Légumes crucifères, fait que tous les légumes fermentés cibles, la famille des choux, ont aussi un effet protecteur au niveau des cancers digestifs côlon, rectum, de par leur rôle aussi au niveau du microbiote intestinal. Vitamine A, davantage pour un effet protecteur pour le cancer du sein. Col de l'utérus et l'estomac, par leur effet antioxydant. Même effet, en fait, que pour les caroténoïdes, estomac, œsophage, l'utérus, poumon, côlon, rectum. Fait que vous voyez que c'est beaucoup les sites digestifs, en fait, qui reviennent. Merci, t'entends ma... Merci. Acide folique, sélénium, en fait, là, on vous a mis, comme je disais, l'effet protecteur au niveau de l'ADN. On n'ira pas non plus dans qu'est-ce que ça fait, puis c'est quoi le fonctionnement, en fait, de ces facteurs protecteurs-là. Mais sachez que vitamine A, caroténoïdes, vitamine C, acide folique, sélénium, c'est beaucoup des nutriments aussi qu'on va retrouver dans l'alimentation végétale. Donc, nécessairement, en consommant plus de fruits et légumes, de grains entiers, davantage de produits végétaux, on va nécessairement retrouver davantage de ces nutriments-là dans l'alimentation. Donc, tout ça va ensemble. Ce n'est pas de cibler un nutriment en particulier et de miser beaucoup, beaucoup là-dessus. Ça va? Je vais reprendre mes... On a ressorti aussi, en fait, certains facteurs qui vont diminuer les risques. On a des choses qu'on a mis en orange, on voit quand même bien, qui sont des facteurs convaincants et des risques, et en rouge, en fait, probables, excusez. Là. Pour ce qui est des cancers sains pré-ménopause, qu'on sait qu'il peut diminuer les risques, activité physique, allaitement lorsque possible et adiposité corporelle basse. Ces choses-là vont ressortir aussi pour le cancer du sein post-ménopause. Donc, on bouge, on essaie de maintenir un poids santé. L'allaitement qui a eu un effet protecteur aussi lorsque ça a été possible. Et qu'est-ce qui augmente les risques de façon convaincante? La consommation d'alcool et l'adiposité corporelle. Donc, en fait, hein, on essaie d'avoir des bonnes habitudes de vie, on bouge, on essaie de maintenir un poids santé pour la prévention du cancer du sein. Au niveau de la prostate, qui peut diminuer les risques, les bêta-carotènes et qui augmente les risques, encore une fois, l'adiposité corporelle, ça revient. Donc, l'obésité, l'embonpoint, on essaie de maintenir un poids santé le plus possible comme facteur protecteur. Colorectal, activité physique, alimentation riche en grains entiers, riche en végétaux. Produits laitiers, peut-être, on s'attend peut-être à avoir des questions à ce sujet-là un petit peu plus tard, mais au niveau des produits laitiers, c'est quand même démontré qu'il peut avoir un effet protecteur pour la prévention du cancer colorectal. Avec les produits laitiers, supplémentation en calcium, et qui, à l'inverse, va avoir tendance à augmenter les risques. Consommation de viande rouge, charcuterie, viande transformée, tout ce qui est processed meat, là, les choses transformées, il y a vraiment un lien probable. Au niveau de l'estomac, même chose, adiposité corporelle, consommation d'alcool, les viandes transformées et les aliments préservés par salaison, là, tous les marinades, les charcuteries, les viandes transformées. Ça revient ici aussi. Et l'œsophage, adiposité corporelle, consommation d'alcool. Fait qu'en fait, les grandes lignes, là, ce qu'on voit beaucoup, c'est de favoriser une alimentation riche en végétaux, moins transformée, plus faible en viande rouge et en produits transformés, les charcuteries, de bouger puis d'essayer de maintenir un poids santé. Hein, en gros, là, il n'y a rien de sensationnel dans ce qu'on vous dit, dans ce qu'on recommande. Il n'y a pas d'aliments miracles, il n'y a pas de nutriments
qui peut prévenir à tout prix le cancer. C'est les grandes lignes, c'est de manger le plus sainement possible, le moins transformé possible, de rester actif puis d'essayer de maintenir son poids santé. L'assiette santé, c'est un bon résumé, en fait, de comment on arrive à tout mettre ça en ligne. Il faut manger plus de végétaux, il faut manger moins de viande, il faut manger plus de grands entiers, il faut manger le moins transformé possible. Assiette santé, en fait, qui est quand même assez simple à comprendre. La moitié de l'assiette à chaque repas que vous consommez devrait être fruits et légumes. La moitié de ce qu'on se met dans l'estomac à chaque repas devrait être consommé avec des fruits et des légumes. Des céréales complètes, évidemment, le moins transformé possible. C'est quoi des céréales? Ça peut être des pâtes, là, hein? Tout ce qui est produits céréaliers et des protéines santé. Qu'est-ce que ça inclut? Bien là, la catégorie des viandes, volailles, poissons, les substituts de la viande sont là aussi. Quand je parle de viande, volaille, on va vers les viandes un petit peu plus maigres, davantage vers les viandes, les poissons, les viandes blanches, d'éviter les charcuteries, les viandes transformées, les viandes rouges. Et quand on en consomme, d'en consommer avec modération, de façon occasionnelle. C'est pas interdit d'en manger. Il n'y a aucun aliment qui doit se retrouver sur la liste rouge. Vous avez le droit de manger ce que vous voulez, mais dans des quantités qui sont modérées et peut-être moins fréquentes pour les viandes rouges et les viandes transformées. En bas, on reste actif, on bouge, on s'hydrate bien. C'est simple, hein? Souvent, les gens veulent entendre des choses un petit peu plus sensationnelles, mais on n'a rien de très sensationnel à vous apprendre aujourd'hui. C'est les grandes lignes. C'est de manger santé le plus possible, de bouger. Ça va? Fait que vous voyez, en fait, que là, c'était davantage axé sur certains types de cancers digestifs. On n'a pas de recommandations, comme je vous disais, particulièrement avec le lymphome. Ce qu'on voit, puis les gens qu'on va suivre dans notre pratique, dans notre clinique, qui ont un lymphome, c'est davantage les effets secondaires, les traitements et les effets secondaires de la maladie, en fait, selon le site tumoral. Là, il nous manquait une petite diapo de transition, fait que ça commence comme ça. Les sites tumoraux et les conséquences. On disait que chaque individu a une présentation qui va être différente, des symptômes qui vont être différents, puis une façon personnelle aussi de gérer ces symptômes qui lui est propre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on vous rencontre ou qu'est-ce qu'on surveille? La malnutrition qui est préexistante à degré variable, dépendamment de l'apparition de la maladie et du site tumoral. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un lymphome d'amygdale, souvent, c'est des gens qui vont présenter des difficultés à l'alimentation avant de commencer les traitements, des douleurs à la déglutition, qui vont manger moins, qui vont manger des choses un peu plus molles comme des pois verts en purée ou c'est variable, mais des fois, l'alimentation est beaucoup plus difficile et les portions s'en retrouvent réduites. Perte de poids qui peut s'en suivre aussi. On voit aussi des fois atteinte au niveau de la rate, là, les gens vont avoir une sensation d'oppression, l'impression de toujours être plein, plénitude qui est très, très rapide après les repas, un effet de masse au niveau abdominal, donc on mange moins, on se sent plein plus rapidement. Les conséquences sont les mêmes. Et des symptômes digestifs là, qui peuvent être liés des fois à une atteinte intestinale, des diarrhées, des problèmes d'élimination, malabsorption, de l'inconfort après les repas, des douleurs. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Puis, on ne peut pas dire c'est tel type d'approche qu'on va avoir avec le lymphome, étant donné que l'atteinte peut être différente. Puis, les conséquences sur l'alimentation vont être différentes aussi. On a mis quand même une petite particularité, puis je pense qu'Amélie va pas je pense, en fait, je sais qu'elle va en parler beaucoup plus tantôt quand elle va parler un peu de la greffe, l'alimentation. Lorsqu'on a une insuffisance médulaire, donc une atteinte au niveau de la moelle, le système immunitaire qui est altéré, donc un plus grand risque d'infection. On prend des précautions. Ceux qui ont fait la chimiothérapie, souvent, sont très au fait des aliments auxquels il faut faire attention pendant les traitements. On évite les viandes crues, les choses qui ont macéré, les choses fermentées. Pour l'innocuité alimentaire, évidemment, pour diminuer les risques de toxines infectio-alimentaires. Donc, c'est pas le temps de manger des tartares, des viandes saignantes, des œufs coulants, toutes ces choses-là qui sont à faire attention. Fait que ça, c'est des recommandations un peu plus d'usage. Effets secondaires aux agents de chimiothérapie. Donc, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est des symptômes qui peuvent apparaître avec la maladie, même en pré-traitement, dépendamment de l'atteinte ou du site tumoral. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on surveille? Les stratégies d'intervention, en fait, ce qu'on va surveiller beaucoup, perte de poids, diminution des apports alimentaires, qu'est-ce que ça entraîne? Votre corps puise dans ses réserves. C'est expliqué de façon un peu simple. Souvent, on va perdre du poids. Qu'est-ce que la perte de poids peut entraîner? Le corps puise dans ses réserves, diminution de notre niveau d'énergie, diminution de notre niveau d'endurance aussi, ça peut jouer. Ça joue sur notre qualité de vie. Ça peut même parfois amener à des interruptions de traitement. Ce qui fait qu'une interruption de traitement va amener un impact sur notre qualité de vie, sur notre taux de survie. Donc, tout ça, c'est un peu interrelié. Qu'est-ce qu'on surveille? Évidemment, le poids, les apports, s'ajuster aussi au fur et à mesure selon les effets secondaires, les traitements.
Donc, on en a mis quelques-uns de façon plus générale. Comme je vous dis, on a vraiment fait un portrait assez large des effets secondaires, des choses qu'on peut représenter, mais c'est pas commun à tous. Ça. L'anorexie, ça veut dire quoi? L'anorexie, ça veut dire une perte d'appétit. On n'a pas faim, on ne mange pas. C'est quelque chose qu'on voit quand même assez régulièrement. Les gens nous disent, mais j'ai pas faim. Souvent, l'exemple que je donne aux gens, c'est quand on va à l'épicerie ou au Costco, puis on y va le ventre vide ou le ventre plein. Hein, vous savez qu'on ne ressort pas avec le même genre de facture. Quand on va à l'épicerie avant le souper, ça coûte beaucoup plus cher que quand on va à l'épicerie après le souper. C'est la même chose, en fait. On dit aux gens, quand on s'assoit devant notre assiette, on n'a pas faim, on mange souvent beaucoup moins que quand on s'assoit, on a l'estomac dans les talons. Conseil, qu'est-ce qu'on fait? Il faut fractionner les repas, prendre des plus petites portions de façon plus fréquente. Il ne faut pas forcer non plus l'alimentation, mais il faut quand même s'alimenter. On a une satiété précoce, souvent on a de la misère à s'alimenter. Fait qu'il ne faut pas se remplir l'estomac de choses qui sont peu nutritives ou qui sont liquides. Donc, on suggère de prendre les liquides avant ou après les repas. Le même truc qu'on va donner assez simplement aux gens. Si vous mangez de la soupe, on mange juste le solide, on laisse le liquide dans le fond. C'est pas ça qui est nutritif. C'est vraiment davantage selon vos habitudes. Une alimentation riche en énergie et protéines, le plus payant possible. On ne veut pas manger des aliments légers, on ne veut pas manger des aliments faibles en gras, des aliments faibles en calories. Si on mange des petites quantités, il faut que ça soit le plus payant possible. Puis éviter de boire une demi-heure avant les repas pour la même raison que je vous disais tout à l'heure. Si l'estomac est plein de liquide, il reste moins de place pour ce qui est plus nutritif. Dysgeusie, ça c'est quoi? Ça goûte mauvais. Les changements au niveau des goûts, j'ai plein de gens qui font des oui-oui. Altération du goût, fait que ça peut être différent. Des gens qui vont complètement perdre le goût, qui vont avoir des goûts métalliques, qui vont avoir des goûts plus ferreux en bouche. Il n'y a pas de recette miracle là, pour venir à bout de ça. En fait, ce qu'on suggère aux gens, c'est vraiment l'hygiène buccale, le gargarisme, une brosse à dents, poil doux, pas de rince-bouche alcoolisée. On commence les repas avec des fruits frais qui vont stimuler un petit peu la production de salive, ça peut aider. L'eau citronnée, hein, ça a ses limites, mais ça peut avoir quand même un effet positif. Des ustensiles de plastique, quand on a déjà un goût métallique en bouche, d'aller davantage vers des ustensiles qui ne rehaussent pas ce goût métallique-là. Fait qu'on a mis quand même quelques petits trucs. Là. Comme je vous dis, c'est vraiment très, très individualisé. C'est pas à faire ça, vous dire, c'est écrit de mettre des assaisonnements goûteux. Là. C'est pas, ça ne change pas du tout au tout, mais de façon individuelle, c'est pas mal les conseils qu'on va donner aux gens, dépendamment des types de problèmes de goût qu'ils auront. La xérostomie, en fait, sécheresse de la bouche des muqueuses. L'exemple souvent que je donne aux gens, c'est quand on a un rhume, là, puis on est congestionné, puis on dort la bouche ouverte, là, ou les ronfleurs. S'il y a des ronfleurs dans la salle, quand on se lève le matin, la bouche qui est un petit peu plus pâteuse, sèche. Fait qu'encore là, c'est pas des conseils très wow, là, c'est vraiment l'hygiène buccale, de s'assurer d'avoir une bonne hygiène buccale, rien d'irritant, d'avoir des aliments un petit peu plus mous. On revient aux aliments plus tendres, qui sont moins irritants dans la bouche, qui sont moins durs, d'ajouter de la sauce, de la crème, des gras, en fait, sur certains aliments pour donner un petit coup de main. De la gomme, des bonbons sans sucre, de la salive artificielle aussi, des choses qui peuvent aider. Fait que c'est vraiment des conseils très généraux. En fait, on peut aller un petit peu plus dans le détail, comme je dis, en individuel, mais c'est des choses à considérer. Fait que souvent, les gens qui ont des problèmes de goût, qui ont la bouche plus sèche, vont nécessairement avoir moins d'appétit, vont avoir moins faim. Tout ça, en fait, c'est interrelié. Là, fait que c'est d'y aller de façon vraiment globale. C'est la xérostomie, je peux vous en parler, là, mais pas si longtemps que ça. Oui, là, vous avez eu comme ce qui s'en vient. Ah, OK, on était là. Nausées, vomissements. Je n'ai pas besoin de vous donner d'exemple, comment on se sent quand on a mal au cœur. Qu'est-ce qui peut aider? En fait, souvent, les odeurs vont être un vecteur assez important pour les nausées. Les aliments froids qui ne sentent pas. Les gens qui ont mal au cœur ou qui ont toujours le cœur un peu sur la flotte, là, quand on arrive avec un plat là, qui est très, très odorant, souvent, ça n'aide pas. Fait que d'aller davantage vers des aliments froids qui ont peu d'odeur. Quand on a mal au cœur, les filets de poisson cuits dans la farine, c'est rarement les choses qui vont aider. Les petites portions plus fréquentes, de ne pas forcer, en fait, au repas, de manger des petites quantités. Pour favoriser la vidange gastrique aussi, la digestion, on se mobilise, on bouge après les repas. Puis de ne pas se coucher le ventre plein. Donc, on essaie d'attendre au moins 30 minutes, avoir une meilleure vidange gastrique. Les aliments plus salés peuvent aider pour les nausées.
Des fois, quand on est à jeun, on a le ventre vide, on a tendance à avoir des nausées, un petit fond de nausée. Les aliments plus salés, les pretzels, les biscuits soda, c'est souvent les salés, là. C'est souvent les aliments qui vont aider avant un repas pour atténuer les nausées. On grignote. On évite de se remplir l'estomac de liquide puis de solide en même temps, faire une espèce de piscine là, dans l'estomac qui fait qu'on est plus à risque d'avoir des reflux, des nausées. Puis évidemment, on en parle avec son équipe. Là, il y a de la médication aussi qui peut vous aider d'emblée là, pour la gestion des nausées. Constipation. Je vais vous parler de la constipation puis de la diarrhée, en fait, aussi, là, qui sont souvent les effets secondaires qu'on va voir les deux. Constipation, qu'est-ce que c'est? C'est la diminution, l'absence de sel. Puis la diarrhée, l'inverse, c'est les gens qui ont des selles liquides. Là, évidemment, il y a des choses dans l'alimentation auxquelles on peut se donner un coup de main. Quand on a tendance à être constipé, les premières choses qu'on va regarder avec les gens, c'est l'hydratation beaucoup. Est-ce que c'est des gens qui s'hydratent suffisamment? D'intégrer tranquillement des aliments riches en fibres. Les fibres ont un effet un peu... ils vont gonfler dans le système digestif, faire un peu comme une gélatine, une éponge pour donner de la consistance au sel, favoriser le transit. Ça, aux gens, les fibres alimentaires, c'est un peu comme dans un bol de céréales. Là, dans le lait, ça va gonfler, ça prend du volume. Ça fait comme une éponge, mais les céréales sèches dans le bois, dans le garde-manger, eux autres, ils ne gonflent pas. Fait que les fibres alimentaires, si vous en consommez beaucoup, mais vous ne vous hydratez pas suffisamment, ça n'a pas l'effet escompté, en fait, pour le transit, pour l'élimination. Donc, quand on consomme plus de fibres, on s'hydrate plus pour les faire travailler de façon plus efficace. Il y a certaines choses qu'on peut ajouter, comme du son de blé, du germe de blé, qui peuvent être ajoutés dans certains aliments, qui peuvent avoir un effet laxatif là, limité quand même, mais qui peuvent être intéressants. Évidemment, comme on suit les conseils pour la prévention, on mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, fait que ça, c'est des choses qui vont nous aider aussi. On s'hydrate, le jus de pruneau, bouger, c'est toutes des petites choses qui vont aider pour l'élimination. À l'inverse, quand on parle davantage des selles liquides, des diarrhées, là, on va dans des conseils un petit peu plus pour ménager l'intestin, pour diminuer un peu les aliments riches en fibres et en résidus. On s'hydrate, il faut quand même s'hydrater. Ce n'est pas parce qu'on boit plus qu'on va avoir plus de sel liquide. Au contraire, c'est important de s'hydrater quand même de façon adéquate. On va aller vers des aliments qui sont moins irritants un petit peu puis qui vont stimuler moins le système digestif. On ne coupe pas les fruits et les légumes, mais on les apprête, on les prépare différemment. Fait que plutôt que d'aller vers les crudités, on va aller davantage vers les fruits et les légumes cuits. On essaie d'éviter les membranes, les plures. Quand on a une alimentation plus faible en fibres dures, on essaie d'éviter les aliments que vous ne seriez pas capable de manger pas dedans. En fait, les noix, les graines, croquer dans une pomme, c'est un peu simpliste comme exemple, mais tous les aliments qui nécessitent une mastication, les crudités, les carottes crues, si c'est des aliments qui nécessitent une mastication, puis broyer, puis déchiqueter, c'est des aliments où ces fibres-là, votre intestin, lui, il n'y a pas dedans. Ça va rester plus dur au niveau de l'élimination. Donc, c'est des aliments auxquels on fait attention. Par contre, notre purée de pois verts en pot, finalement, c'est une super bonne idée de la mettre dans la présentation parce qu'on l'utilise beaucoup. En fait, les fibres alimentaires dans les pois verts sont toujours là, mais ils ont été broyés, ils ont été apprêtés différemment. Donc, ils peuvent avoir un effet quand même aidant pour l'élimination sans stimuler les selles liquides ou les diarrhées. Fait que c'est d'y aller vers des aliments cuits, sans pelure, sans membrane, éviter les graines, de prendre des aliments plus broyés, plus mous, puis d'y aller beaucoup selon votre tolérance aussi. Puis on s'hydrate, puis on évite le jus de pruneau. Quand s'inquiéter? Absence d'ingestion d'aliments de breuvage dans les dernières 24 heures. Quand il n'y a plus rien qui passe, évidemment, on n'attend pas. Si on n'est pas capable de s'hydrater, de parce qu'il n'y a rien qui passe ou parce qu'on a des nausées, vomissements. Difficulté à accomplir ses activités quotidiennes, des signes de déshydratation, souvent causés par les diarrhées, les vomissements. Et la perte de poids qui est constante dans les dernières semaines. Une perte de poids qui est quand même assez significative et qui va se maintenir sur quelques semaines. On fait une petite parenthèse aussi là, pour les interactions médicaments, aliments. Ce que je veux vous retenir davantage de ça, c'est qu'on fait attention aux multivitamines, aux suppléments. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure quand on vous présentait certains types de nutriments avec leur effet protecteur. On ne conseille pas non plus d'aller vers des produits naturels, vers des multivitamines, vers des doses de produits naturels. Il n'y a pas d'évidence, rien qui nous amène à les suggérer, à les conseiller, même qu'on a tendance à les éviter. Donc, ces produits-là, ces choses-là, on fait attention, on essaie de les éviter. Pas de jus de pamplemousse pendant les traitements,
pas de produits de santé naturelle et pas de multivitamines spécifiques. C'est pas que c'est tout interdit, en fait, mais si vous en prenez, parlez-en aux gens qui vous suivent. Il y a probablement des choses auxquelles il faut faire attention. En fait, c'est pas que c'est nécessairement déconseillé, c'est qu'il n'y a pas vraiment pendant les traitements. Ouais. Oui, ça, c'est pendant les traitements, là. Ouais. Puis, de façon générale, en chimio, ben, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, on évite les aliments qui sont un petit peu plus à risque de toxines-infections alimentaires, les produits non pasteurisés, les viandes, les poissons crus, les choses qui sont mal lavées. Ça fait le tour. Je ne sais pas si je suis dans mon temps, là. C'est moi qui enchaîne pour la suite. Alors, je vais vous parler un petit peu de malnutrition. Donc, les nutritionnistes aussi, ce qu'on fait, comme Émilie disait tout à l'heure, quand on rencontre nos patients qui sont en traitement ou qui sont hospitalisés, on va toujours faire un petit dépistage de leur état nutritionnel parce qu'on sait que, excuse-moi pour changer, c'est le verre? Ah. La malnutrition, hein, ça peut entraîner en bout de ligne des conséquences un peu délétères là, sur votre état, votre qualité de vie aussi. On veut éviter le plus possible que vous ayez à interrompre des traitements ou que ça soit retardé ou parce que votre état nutritionnel n'est pas bon. Donc, on essaie toujours de faire un petit dépistage là, de malnutrition avec nos patients en traitement. Donc, comment les nutritionnistes font ça? On a plusieurs critères à évaluer. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir une idée de l'apport énergétique récent là, du patient. Donc, on fait un questionnaire alimentaire, on essaie de savoir dans les derniers 24 heures, dans la dernière semaine, même dans les derniers 6 mois, ça ressemble à quoi là, vos apports alimentaires? Est-ce que c'était comme avant ou c'est toujours en diminution? Dans les derniers 24 heures, avez-vous réussi à manger? Donc, on compte beaucoup sur notre questionnaire pour avoir une idée de l'apport énergétique. Ensuite, on évalue aussi la perte de poids. Donc, c'est une bonne chose à chaque fois que le patient vient voir son médecin à l'unité d'oncologie, ben, il est pesé généralement à chaque rendez-vous médical. Donc, nous, ça nous permet d'avoir une idée du poids. Puis, on est capable d'analyser aussi dans les derniers 3 mois, 6 mois, 1 an. Est-ce qu'on est en diminution constante ou est-ce que la personne maintenait son poids puis dans les derniers 3 semaines, ça a droppé de façon significative. Donc, c'est là qu'on va plus agir à ce moment-là. Alors, on regarde la perte de poids. On peut faire aussi, depuis quelques années, là, les nutritionnistes, on est devenus un petit peu plus expertes, si on veut, là, en examen physique. Donc, on touche un peu plus nos patients pour évaluer les pertes de masse adipeuse sous-cutanée, les pertes de masse musculaire aussi. Donc, ça nous permet d'avoir un portrait global là, de notre patient et de déterminer le type de malnutrition qui est en cause. Parfois aussi, il peut y avoir présence d'infection ou présence d'une autre pathologie, une autre maladie en dessous de tout ça là, qui peut être active et qui entraîne de l'inflammation. Donc, on sait que l'inflammation, ça peut aggraver une malnutrition qui est préexistante ou alors ça peut aussi mettre la personne plus à risque de devenir mal nourrie s'il y a un processus inflammatoire en même temps. Donc, on essaie d'évaluer tout ça. Donc, ça, c'est une diapo qui se répète parce que je veux vraiment que vous compreniez ici là, à quel point la malnutrition, ça peut entraîner des conséquences néfastes sur la santé d'un patient en traitement d'oncologie. Donc, perte de poids, amener éventuellement peut-être des interruptions ou retarder les traitements, diminuer la qualité de vie et le taux de survie. Donc, nos stratégies nutritionnelles à ce moment-là, et là encore, je répète comme Émilie, hein, c'est individualisé. On essaie de rencontrer nos patients en individuel, d'analyser leur alimentation actuelle et de donner des conseils. On ne veut pas changer du tout au tout son alimentation, mais on veut vraiment s'adapter à ce qu'il mange, à ce qu'il aime, à ce qu'il est prêt de faire comme changement aussi. Si les gens ne sont pas prêts à tout changer, mais on va les respecter là-dedans, puis on va faire un changement à la fois. Donc, on essaie d'adopter quand même des stratégies nutritionnelles qui visent à augmenter les apports en énergie et en protéines aussi. Donc, on va recommander, par exemple, comme Émilie disait tout à l'heure, d'éviter les produits allégés, les affaires moins caloriques, les affaires sans gras, les choses non nutritives, puis plutôt y aller à ce moment-là vers des produits qui sont peu transformés, mais qui sont plus riches naturellement en énergie. Par exemple, les huiles, comme qu'on retrouve là, dans l'huile d'olive, l'huile de canola, l'huile de tournesol, l'huile de noix, qu'on peut utiliser, rajouter sur nos légumes, rajouter dans nos soupes, nos potages, c'est des choses qu'on peut faire. De consommer des noix, des graines, du beurre de noix aussi, des avocats, de la crème, des yogourts peut-être plus riches aussi en matière grasse pour, comme on disait tantôt, hein, aller chercher le plus de calories dans le moins de bouchées possible. Donc, c'est des stratégies qu'on va employer.
Au niveau des protéines, bien, si je vous parle de protéines, hein, je vous parle de toute la catégorie viande, volaille, poisson, les substituts, les fruits de mer. Donc, ça, c'est vraiment des majeures sources de protéines. On peut aussi, pour les gens qui ont une alimentation plus végétale, végétarienne, bien, on va se pencher peut-être plus sur les noix, les légumineuses, le tofu, qui peuvent aussi être des très, très bonnes sources de protéines. Puis chez certaines personnes, on peut y aller avec des suppléments alimentaires ou des suppléments de protéines. Pour ceux qui en consomment vraiment pas assez, on peut à ce moment-là donner des conseils pour enrichir en protéines les aliments qu'on consomme déjà actuellement. Je vous glisse un petit mot sur la greffe de moelle osseuse parce que moi, en fait, sans dire que c'est ma spécialité, c'est plus là-dedans que je travaille. Je travaille vraiment avec les gens qui sont hospitalisés et ceux qui subissent les greffes de moelle. En fait, c'est moi qui les vois à l'Hôtel-Dieu. Donc, c'est moi qui en parle un petit peu aujourd'hui. Donc, rapidement, là, parce que je ne veux pas faire un gros topo médical de la greffe, comme docteur Larouche disait tout à l'heure, hein, on distingue l'allogreffe de l'autogreffe. Fait que la différence, c'est qu'une allogreffe, c'est que le donneur n'est pas nous. Donc, c'est un donneur, ça peut être son frère ou sa sœur ou un donneur qu'on ne connaît pas aussi. Tandis que l'autogreffe, ben, en fait, c'est nos propres cellules à qui on va se les faire réinfuser après la chimiothérapie. Donc, les premières greffes de moelle ont commencé, ça fait quand même un bout déjà, dans les années 30, 40. Donc, c'était un patient là, qui avait reçu une moelle de son frère pour traiter une aplasie médulaire. Puis je pense que ça n'avait pas très bien fonctionné à cette année-là. Mais avec l'avancement de l'art moderne, les nouvelles découvertes, la médecine qui s'avance de plus en plus, donc on développe des nouvelles techniques, des protocoles, plus de traitements. Donc, on a actuellement des plus hauts taux de réussite aussi. Et je vous ai mis une petite statistique ici, là. Au niveau mondial, là, on greffe environ entre 30 000 et 45 000 autogreffes, puis environ autant d'allogreffes. Et dans le CHU de Québec, c'est environ, là, on a comparé dernièrement, là, on greffe à peu près une centaine de patients par année, là, et à l'Hôtel-Dieu et à l'Enfant Jésus. Donc, les gens qui viennent en greffe doivent avoir une alimentation un peu particulière. Donc, moi, ce que je fais souvent quand les gens sont admis, bien, on va dépister un peu l'état nutritionnel. Donc, un patient qui rentre, qui a un bon état nutritionnel, a souvent une bonne chance là, de bien tolérer ses traitements. Quelqu'un qui rentre, qui a déjà perdu beaucoup de poids, qui a déjà pas d'appétit, qui aime déjà pas sa purée verte dans son cabaret, peut avoir de la difficulté aussi. Donc, on dépiste un petit peu, puis en tout ça, on veut prévenir la malnutrition qui peut s'installer durant le processus de greffe. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On veut essayer de gérer les effets secondaires. Hein, on ne se le cache pas. La greffe amène des bonnes doses de chimiothérapie. Donc, les effets secondaires qu'Émilie a présentés tout à l'heure, c'est tous des effets secondaires qui peuvent survenir pendant la greffe. Donc, on essaye de mieux gérer les effets par des conseils individualisés. Il faut savoir aussi que le simple fait de venir en greffe peut augmenter vos besoins en énergie et en protéines de 30 % par rapport à d'habitude. Donc, on est dans une situation où nos besoins sont plus élevés et dans un moment où on a moins le goût de manger probablement et où on va avoir moins le goût de manger et que ça se peut que ça soit de plus en plus difficile. Donc, pour nous, c'est un peu des défis parce qu'on essaye le plus possible de combler les besoins de nos patients, mais c'est pas toujours facile là, avec... et d'ailleurs, on s'excuse, mais c'est la nourriture dans les hôpitaux, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein? Alors, on essaye le plus possible de donner des conseils, de suggérer à nos patients de se faire apporter de la nourriture par les familles. Nous, à l'Hôtel-Dieu, on a des petits frigidaires aussi qui sont dans les chambres de patients. Donc, les patients peuvent s'apporter des collations, de la nourriture de la maison, ces choses-là. On mise beaucoup là-dessus aussi pour essayer le plus possible d'aller combler les besoins nutritionnels avec des aliments que les patients aiment et qu'on sait qu'ils vont être capables de manger. Une bonne alimentation aussi pendant la greffe, ce que ça va redonner, c'est que ça va favoriser la réparation des tissus qui vont être endommagés par la chimiothérapie et favoriser aussi une bonne prise de greffe. Une des particularités à l'alimentation durant la greffe, c'est une alimentation qu'on appelle l'alimentation neutropénique. Vous avez peut-être déjà, ceux qui ont peut-être déjà été hospitalisés ont peut-être entendu déjà ce mot-là. Donc, je glisse un mot sur qu'est-ce que c'est que la neutropénie. Donc, la neutropénie, tantôt, le Dr Larouche a parlé des neutrophiles. Donc, les neutrophiles qui sont un type de globules blancs qui nous défendent contre les infections. La chimiothérapie, ça amène souvent une baisse des neutrophiles à des seuils qui sont quand même très, 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 très bas. Donc, n'ayant pas de réserve pour combattre les infections, les virus et tout. Donc, l'alimentation doit être optimisée pour être sûr que les aliments qu'on consomme ne nous mettent pas à risque de développer une infection alimentaire. Donc, ça, je vous ai mis un tableau. En fait, c'est les aliments qui sont non permis
à l'Hôtel-Dieu de Québec là, durant la neutropénie. Donc, on parlait tantôt de tout ce qui est viande, volaille, poisson, fruits de mer qui sont crus ou mal cuits. C'est sûr que des sushis, des tartares, même si c'est fait à la maison par le conjoint de madame et que ça a vraiment été bien emballé, propre, et on ne permet pas ces aliments-là durant la greffe. Les charcuteries aussi, on évite les charcuteries sauf si elles sont cuites. Par exemple, dans une pizza, le pepperoni, il n'y aurait pas de danger si ça a été cuit, mais on va éviter de manger des viandes froides ou des sandwichs durant la neutropénie. Même chose pour les poissons, les viandes fumées, saumon fumé par exemple, ça c'est pas permis non plus. Les produits laitiers au lait cru, quand même plutôt rare, mais il faut faire attention avec certains fromages là, qui peuvent être à base de lait cru également, donc à éviter pendant la greffe. Les fromages bleus, bien sûr, avec les moisissures, c'est pas recommandé de manger ça. Les fromages à pâte molle, comme les brie, les camemberts, tout ça non plus, sauf s'ils sont cuits, on ne les permet pas. Fromage mexicain, bon, c'est rare hein, ici. Les vinaigrettes à salade qui contiendraient par exemple des œufs crus. Donc, j'ai déjà eu le cas d'un patient là, qui s'était fait apporter une salade César maison, mais la dame avait fait sa vinaigrette elle-même avec un jaune d'œuf. Donc, comme c'est des aliments qui sont non pasteurisés, qui sont crus, bien, ça n'avait pas été permis. Mais les vinaigrettes commerciales sont permises à ce moment-là, ou juste une simple vinaigrette à base d'huile et vinaigre, là, ça, il n'y a pas de problème. Les fruits et légumes, jusqu'à tout récemment, on ne permettait pas à l'hôpital la consommation de fruits et légumes crus. Maintenant, on a ouvert un peu nos horizons et on les permet, mais sous certaines conditions. Donc, on les permet s'ils sont bien lavés et qu'ils sont épluchés, tout préparés, coupés à la maison et ils sont apportés dans un contenant qui est propre, bien lavé et on les garde au froid également. Donc, ça, je vous dirais que dans les dernières années, là, ça a vraiment fait un grand plaisir à nos patients. Souvent, ils nous disaient que c'est ce qui manque. Là. Je veux dire, c'est bien bon manger des fruits en conserve, là, mais à un moment donné, tu es tanné là, de manger des pêches, des pois en coupe. Là. Alors, de pouvoir avoir des aliments frais comme ça, des tranches de melon ou des pommes, des fraises, ça a vraiment fait un grand plaisir à nos patients, mais toujours est dans la préparation là, qui doit être très, très importante à ce moment-là. Les fruits séchés, ben, en fait, on essaye d'éviter de consommer des fruits séchés comme ça. Souvent, ça peut être contaminé avec des moisissures, mais s'ils sont cuits, par exemple, dans un pain, dans un muffin, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Le miel, en fait, on peut consommer du miel, mais il faut qu'il soit pasteurisé. Les jus de fruits, c'est un peu la même chose. Et l'eau de puits, ben là, à l'hôpital, l'eau de puits, c'est pas ça qu'on a, mais c'est plus pour le retour à la maison aussi, là, les gens qui ont des puits artésiens, mais on ne recommande pas de boire l'eau de puits après une greffe. Donc, après la greffe, la nutritionniste, elle revoit les patients avant qu'ils quittent à la maison parce que les patients vont quitter avec des recommandations qu'ils vont avoir à suivre dépendant qu'ils ont eu une autogreffe ou une allogreffe. Pour nos autogreffes, c'est des recommandations qu'ils vont devoir suivre pendant 3 mois, tandis que pour les allogreffes, c'est des recommandations qui durent pendant 6 mois ou jusqu'à temps que les immunosuppresseurs soient cessés. Donc, on a des petites précautions. C'est sûr que c'est moins sévère qu'à l'hôpital, mais on demeure quand même avec des précautions à suivre. On évite encore là, les aliments qui seraient plus à risque. Donc, mal lavés, mal cuits. Comme là, on vient de sortir de la période estivale, donc tout ce qui est barbecue, on fait attention de bien faire cuire la viande, les salades de pâtes, tout ça à base de mayonnaise qui sont laissées au soleil pendant qu'on va se baigner, puis qu'on revient, puis qu'on mange. Ça, c'est des choses qui sont vraiment à faire attention. On dit aux gens d'être plus prudents, là. Il n'y a pas nécessairement des aliments qui sont mauvais, mais c'est dans la manipulation puis l'hygiène dans la cuisine là, qu'il faut faire attention à ce moment-là. Les produits laitiers, bon, on les prend toujours pasteurisés, ça c'est une chose aussi. On évite les grosses sources de probiotiques. Ça, je me le fais tout le temps demander, j'ai-tu le droit de prendre des probiotiques? Souvent, les gens en greffe vont avoir de la diarrhée, puis ils vont sortir à la maison, puis ils vont dire « Ah, il me semble que si je prendrais des probiotiques, ça aiderait ma flore. » faut faire attention à ça parce que le système immunitaire n'est pas prêt encore à gérer des doses massives de bactéries, même si ces bactéries-là sont des bonnes bactéries. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est d'y aller avec des probiotiques via les aliments, donc dans le yogourt, dans le kéfir. Ça serait adéquat, mais qu'on évite là, les capsules, les poudres ou les suppléments de probiotiques là, qui seraient très, très concentrés à ce moment-là. Puis, tout dépendant aussi de notre patient, comment il est passé à travers sa greffe, s'il y a de la malnutrition en sortant ou s'il y a un bon état nutritionnel, nos conseils vont changer, mais quelqu'un qui a perdu du poids, qui a moins d'énergie, on va donner des conseils un peu personnalisés pour l'aider à reprendre ses forces durant les semaines, les mois et les années qui vont suivre.
Donc, je pense que ça conclut. Je ne sais pas si on est dans nos temps. Alors, j'espère que vous en avez appris un petit peu ici aujourd'hui. Donc, les apports alimentaires, c'est ça, chez une personne qui est atteinte d'un lymphome peuvent être entravés, mais c'est surtout par la maladie elle-même, mais surtout par les effets secondaires entraînés par la médication, les traitements. Un bon état nutritionnel, ça permet de mieux supporter les traitements, de mieux se préparer à une éventuelle greffe de moelle. Pour ceux qui s'en vont en greffe de moelle osseuse, sachez que d'avoir un bon état nutritionnel, ça va vous aider aussi. Ça permet de conserver votre énergie également. Puis, c'est sûr qu'en cas de besoin, d'inquiétude, quand c'est des questions, des choses qui sont plus individualisées, mais parlez-en à votre équipe. Vous avez peut-être accès aussi à des infirmières pivots. Les infirmières pivots, elles peuvent vous référer aux nutritionnistes. Pour les établissements où ils ont peut-être moins de présence de nutritionnistes, il y en a qui sont au privé, il y en a qui sont au CLSC. Donc, on est quand même accessible. Fait que pensez à référer là, si jamais vous avez des inquiétudes.